Pendant près d'un quart de siècle, le Concorde a incarné une idée presque mythique de l'aviation. Un avion plus rapide que le son, réservé à une élite, symbole de prestige, d'audace technologique et surtout de perfection. Aucun accident mortel, aucun drame. Une réputation si solide qu'elle a fini par créer une illusion collective, celle d'un appareil intouchable, comme s'il échappait aux lois ordinaires du risque. Et puis, un après-midi d'été, tout s'est effondré en quelques minutes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la catastrophe du vol Air France 4590 n'est pas seulement l'histoire d'un décollage raté. C'est le récit d'une accumulation invisible de détails négligés, de choix humains, de fragilité technique et d'un système qui croyait trop en sa propre légende. Au tournant des années 1960, le monde regarde vers l'avenir avec une obsession. Aller toujours plus vite. La conquête spatiale bat son plein. Les frontières semblent rétrécir et l'aviation commerciale veut elle aussi franchir un cap historique. Voler à Mach 2, c'est-à-dire 2 fois la vitesse du son, devient un objectif politique autant que technologique. Les États-Unis, l'Union soviétique, l'Europe, tous lancent leurs projets d'avions supersoniques. La plupart échoueront, engloutis par des coûts démesurés et des défis techniques insurmontables. Un seul programme parviendra à aboutir réellement, le Concorde, fruit d'une coopération franco-britannique sans précédent. Mais dès sa naissance, l'appareil est un compromis permanent. Pour voler à plus de 2000 km/h, il faut des ailes delta très fines, idéales à haute vitesse, mais délicates à basse vitesse. Il faut des matériaux capables de supporter la chaleur générée par le frottement de l'air. Il faut une structure extrêmement légère, mais aussi extrêmement résistante. Chaque élément du Concorde est poussé à ses limites. Cela en fait une merveille d'ingénierie. Et un avion qui ne laisse que très peu de place à l'erreur. À bord, le confort est secondaire. La cabine est étroite, les hublots minuscules, l'espace limité. Mais personne ne s'en plaint vraiment. Les passagers ne montent marre-tapés dans le Concorde pour le confort. Ils montent pour l'expérience. Pour dire qu'ils ont traversé l'Atlantique en un peu plus de 3 heures. Pour faire partie d'un club très fermé. Chefs d'État, acteurs, milliardaires, hommes d'affaires. Le Concorde devient un symbole social, autant qu'un moyen de transport. Le billet coûte une fortune, mais il offre quelque chose d'inestimable. Le sentiment de vivre un moment d'histoire. Année après année, les vols s'enchaînent sans drame. La confiance devient une évidence, trop peut-être. Car derrière cette façade impeccable, les ingénieurs savent que l'avion reste exigeant, capricieux, complexe à maintenir. Les opérations au sol sont lourdes, les vérifications nombreuses, les marges de sécurité parfois fines. Le Concorde vole rarement sans incidents mineurs, mais ces incidents sont maîtrisés, absorbés, oubliés, jusqu'au jour où tout s'aligne mal. Le 25 juillet 2000, à l'aéroport Charles de Gaulle, un Concorde d'Air France s'apprête à effectuer un vol charter à destination de New York. À bord, 100 passagers, principalement des touristes allemands, qui commencent leurs vacances de rêve. Un aller en Concorde, puis une croisière de luxe. Pour beaucoup, c'est le voyage d'une vie. Certains ont économisé pendant des années pour ce billet. D'autres se sont offerts ce luxe pour célébrer un événement particulier. Personne n'imagine que ce sera leur dernier voyage. L'appareil, ce jour-là, n'est pas tout à fait un avion comme les autres. Il a été désigné en remplacement d'un autre Concorde, immobilisé pour un problème technique. Lui-même sort tout juste d'une intervention de maintenance. Rien d'anormal en apparence, dans l'aviation, les changements d'avion et les ajustements de dernière minute sont monnaie courante. Mais ce sont précisément ces journées ordinaires qui deviennent dangereuses parce qu'elles baissent la vigilance. Le décollage est légèrement retardé. L'avion est lourd, passagers, bagages, carburant, pour une traversée transatlantique à pleine puissance. Les calculs de masse et de centrage sont réalisés. Sur le papier, tout semble acceptable. Mais plus tard, les enquêteurs découvriront que certaines données étaient incomplètes, que quelques bagages n'avaient pas été intégrés dans la feuille de charge, que la quantité de carburant consommée au roulage avait été surestimée. De petites erreurs,
prises séparément, presque insignifiantes. Mais cumulées, elles réduisent la marge de sécurité sans que l'équipage en ait conscience. Dans le cockpit, l'équipage est expérimenté. Le commandant de bord connaît bien le Concorde. Le copilote et le mécanicien navigant aussi. Ce ne sont pas des novices. Ce sont des professionnels aguerris, habitués à un avion exigeant. Rien ne laisse présager qu'ils vont se retrouver face à une situation qu'aucun simulateur n'a vraiment préparée. L'avion s'aligne sur la piste 26 droite. Les moteurs Olympus montent en puissance. Le Concorde accélère, comme il l'a fait des milliers de fois auparavant. À cette vitesse, chaque seconde compte, chaque mètre de piste est précieux. Puis, en une fraction de seconde, un événement minuscule déclenche une réaction en chaîne gigantesque. Un pneu du train principal gauche éclate après avoir heurté un objet métallique laissé sur la piste. L'explosion du pneu ne se contente pas de crever la roue. Elle projette des fragments de caoutchouc à une vitesse fulgurante, comme des projectiles. L'un de ces fragments frappe l'aile avec une violence extrême. À l'intérieur de cette aile, un réservoir de carburant est plein presque à ras-bord. Ce qui se produit ensuite est contre-intuitif et terrifiant. Le choc ne perce pas simplement la paroi comme une balle. Il provoque une onde de pression dans le carburant. Or, le kérosène est incompressible. Cette pression cherche une issue et fait céder une zone plus fragile du réservoir, plus loin du point d'impact. Résultat, une rupture brutale et une fuite massive de carburant sous l'aile. À cet instant précis, l'avion roule encore à très grande vitesse. Le carburant s'échappe, se vaporise, forme un nuage inflammable. Il suffit d'une étincelle, d'un câble endommagé, d'une surface brûlante, d'un arc électrique, et le feu s'allume. Derrière l'avion, une flamme gigantesque apparaît. Dans la tour de contrôle, les contrôleurs voient immédiatement que quelque chose ne va pas. Mais dans le cockpit, l'équipage n'a pas encore une vision claire de la situation. Les alarmes commencent à retentir. Les paramètres moteurs deviennent incohérents. 2 moteurs, sur le côté gauche, perdent de la puissance. Le Concorde, conçu pour voler vite et haut, se retrouve dans sa phase la plus critique. Le décollage, à basse altitude, lourd, asymétrique, en feu. À ce moment-là, une décision doit être prise en une poignée de secondes. À la vitesse atteinte, il est théoriquement trop tard pour interrompre le décollage. Continuer semble la seule option, mais continuer avec un avion endommagé, en surcharge, avec une perte de puissance, c'est entrer dans une zone où les procédures ne couvrent plus tout. L'avion quitte le sol de justesse. Il ne monte presque pas. Il survole les bâtiments de l'aéroport à une hauteur inquiétante. Les témoins au sol voient un Concorde en flammes, l'image même de l'impossible. Des passagers d'un autre avion, stationnés non loin, observent la scène avec stupeur. Certains filmeront, sans comprendre qu'ils capturent les dernières secondes d'un mythe. Dans le cockpit, la charge de travail est immense. Les alarmes se multiplient. Les pilotes tentent d'identifier les moteurs défaillants, de gérer l'incendie, de maintenir une vitesse suffisante pour éviter le décrochage. Mais l'avion est piégé par sa propre conception. Le Concorde a besoin d'aller vite pour être stable. Or, il est trop bas pour piquer et accélérer, et trop endommagé pour grimper. Le train d'atterrissage ne se rétracte pas correctement, probablement à cause des dégâts subis. Cela ajoute encore de la traînée. L'avion ralentit. Le feu continue d'affaiblir la structure de l'aile. Le centre de gravité se déplace à cause des fuites de carburant. Tout devient instable. Pendant quelques dizaines de secondes, le Concorde vole à la limite de ce que la physique autorise. Puis, cette limite est dépassée. L'appareil amorce un virage involontaire, perd le contrôle, s'incline brutalement. À très basse altitude, il n'y a plus d'espace pour récupérer. Il s'écrase sur un hôtel à Gonesse, provoquant la mort de toutes les personnes à bord et de plusieurs personnes au sol. Le choc est mondial. Comment un avion aussi emblématique, aussi surveillé, aussi prestigieux, a-t-il pu s'écraser lors d'un simple décollage? Très vite, l'enquête commence. Et ce qu'elle révèle est bien plus complexe qu'une simple malchance.
Les enquêteurs retrouvent sur la piste des éléments essentiels, des morceaux de pneus, des fragments de réservoir, et surtout une bande métallique étrange, longue de quelques dizaines de centimètres. Ce n'est pas une pièce appartenant au Concorde, elle vient d'ailleurs. En retraçant les avions ayant utilisé la piste juste avant, il remonte jusqu'à un DC-10 d'une compagnie américaine. Une pièce de ce DC-10 s'est détachée au décollage et est restée sur la piste. Une pièce qui n'aurait jamais dû être fabriquée ainsi, jamais dû être montée ainsi, jamais dû être laissée ainsi. Mais réduire la catastrophe à cette seule bande métallique serait trop simple, car l'enquête met aussi en lumière d'autres vulnérabilités. Des réservoirs peu protégés contre les impacts, une sensibilité connue aux éclatements de pneus, des incidents similaires dans le passé qui n'avaient pas conduit à des modifications majeures. Le Concorde n'était pas dangereux par nature, mais il était conçu avec une philosophie d'une autre époque, où certaines menaces étaient sous-estimées. Après le crash, toute la flotte est clouée au sol. Des modifications sont imposées, renforcement des réservoirs avec du Kevlar, nouveaux pneus plus résistants, changement de procédure. Techniquement, le Concorde peut revoler, mais psychologiquement, quelque chose s'est brisé. La magie a disparu. Le public n'a plus la même confiance. Les coûts explosent. Et dans le contexte du début des années 2000, avec la baisse du trafic aérien et l'évolution des habitudes de voyage, le modèle économique du Concorde devient intenable. Quand le dernier vol commercial a lieu en 2003, ce n'est pas seulement un avion qui s'arrête, c'est une époque qui se termine. Le rêve du transport supersonique civil s'éteint dans un silence étrange, presque mélancolique. Et pourtant, l'histoire du vol 4590 continue de poser une question dérangeante. Si un appareil aussi surveillé, aussi prestigieux, aussi étudié, peut être vaincu par une chaîne de petits défauts, de petites décisions, de petites négligences, qu'est-ce que cela dit de notre rapport à la sécurité? La catastrophe n'est pas née dans le ciel. Elle a commencé bien avant, dans un atelier de maintenance, dans une feuille de calcul, dans une routine trop bien installée. Peut-être que la véritable leçon du Concorde n'est pas technologique, mais humaine. Ce n'est pas un échec de la vitesse, ce n'est pas un échec du génie, c'est un rappel brutal que même les systèmes les plus avancés restent vulnérables lorsque la vigilance baisse, lorsque la confiance devient complaisance, lorsque l'exceptionnel devient trop familier. Et au fond, une dernière question demeure. Ce jour-là, si ce morceau de métal n'avait pas été sur la piste, le Concorde aurait-il continué à voler encore des années? Ou bien un autre détail, ailleurs, plus tard, aurait-il fini par provoquer la même tragédie? Parce que dans l'aviation, comme dans la vie, les catastrophes ne sont presque jamais le fruit d'un seul événement. Elles sont le produit d'un enchaînement invisible, jusqu'au moment où tout bascule.